Isaac Newton et Albert Einstein. Qui est le meilleur et comment les dépasser? Ce sont des questions qui nous reviennent souvent à l'esprit. Eh bien, nous aurons quelques éléments de réponse au cours de cette vidéo. Une liste des personnes les plus influentes de tous les temps ne serait pas complète sans ces deux scientifiques. Quand on parle des lois de l'univers, deux noms viennent immédiatement à l'esprit. Isaac Newton et Albert Einstein. L'un a posé les fondements de la physique classique, définissant notre compréhension du mouvement et de la gravité pendant des siècles. L'autre a remis en question nos conceptions les plus fondamentales de l'espace et du temps, ouvrant ainsi la voie à la physique moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer les vies, les travaux et les contributions de ces deux géants de la science pour comprendre non seulement leurs découvertes, mais aussi comment elles ont façonné notre connaissance du monde. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est la personnalité du XXe siècle selon le magazine Time. Dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie. Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. L'intérêt d'Albert pour la science est éveillé par une boussole alors qu'il est âgé de 5 ans. L'existence d'une action à distance lui paraît miraculeuse et le tombe très vivement. À 12 ans, un petit livre sur la géométrie euclidienne du plan qu'il nommera plus tard le livre sacré de la géométrie le marque fortement. La clarté et la certitude des démonstrations eurent sur moi un effet indescriptible. De 12 à 16 ans, il apprend en autodidacte le calcul différentiel et intégral. Il commence sa scolarité au Luitpold Gymnasium de Munich, mais il est renvoyé à l'âge de 15 ans. Les amis, vous n'allez pas croire, mais Einstein était un étudiant très impoli envers ses profs. Le jeune Einstein s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants. Il est donc souvent dépeint par ces derniers comme un mauvais élève, très étourdi. Son professeur de grec jugeant sa présence incompatible avec la stricte discipline irrégulière à l'époque. Mais il a d'excellents résultats en mathématiques et en physique. À 16 ans, il décide d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich à laquelle on peut accéder sans avoir de baccalauréat. Il rate cependant l'examen d'entrée. Les examinateurs ayant découvert son potentiel l'incitent à se présenter une deuxième fois. Il entre à l'école cantonale d'Aarau en Suisse et y passe une année pour mieux se préparer au prochain examen. Il y trouve une atmosphère plus ouverte et favorable à son apprentissage. Les étudiants étaient davantage incités à penser par eux-mêmes qu'à réciter des leçons apprises. En 1896, il réussit l'examen et intègre à l'automne l'école polytechnique fédérale de Zurich, où il se lie d'amitié avec le mathématicien Marcel Grossmann, qui l'aidera plus tard en géométrie non euclidienne. Il y rencontre aussi Mileva Maric, sa première épouse, une des toutes premières étudiantes de l'école qui travaillera également avec lui sur la théorie de la relativité et mènera ses propres recherches. Il obtint de justesse son diplôme en 1900. Il voulait un poste d'assistant à l'université afin de faire ses recherches pour son doctorat. Mais pendant ses années universitaires, il a irrité nombre de ses professeurs avec ses comportements rebelles. Ses professeurs ne voulaient non plus qu'Einstein assiste au cours. Avec tous ces problèmes accumulés avec les professeurs, il n'aura pas de poste à l'école polytechnique, y compris d'autres universités. Il est abandonné par tout le monde. Il a passé 2 ans à lutter pour trouver un poste d'enseignant, mais sans succès. Sa misère préoccupe son père qui tente en vain de lui trouver un poste. Albert se résigne alors à s'éloigner du milieu universitaire pour trouver un emploi dans l'administration. En juin 1902, Albert trouve grâce à Marcel Grossmann un emploi à l'office des brevets de Berne, ce qui lui permet de vivre correctement tout en poursuivant ses travaux. L'année 1905 est une année exceptionnellement fructueuse pour Einstein. Elle est souvent désignée par Annus Mirabilis. En cette année miraculeuse, Einstein a publié 4 articles qui allaient révolutionner la physique. Avec 2 de ces articles, il a révolutionné la compréhension de l'espace et du temps qui avait été dominé par la mécanique newtonienne pendant plus de 200 ans. Le premier article publié en mars expose un point de vue révolutionnaire sur la nature corpusculaire de la lumière par l'étude de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique est un phénomène observé lorsque des particules de lumière appelées photons frappent la surface d'un matériau et libèrent des électrons. Cela se produit parce que les photons ont une certaine quantité d'énergie et quand ils frappent un électron, ils peuvent lui transférer cette énergie, ce qui peut être suffisant pour libérer l'électron de l'atome. Albert Einstein a expliqué l'effet photoélectrique en 1905 en utilisant la théorie des quantums de lumière de Max Planck.
Selon cette théorie, la lumière est composée de paquets d'énergie discrets appelés quanta ou photons. Einstein a proposé que lorsqu'un photon frappe un électron, toute son énergie est transférée à l'électron. Si cette énergie est suffisante, l'électron est éjecté de l'atome. Et il faut noter que l'énergie des photons est proportionnelle à la fréquence de la lumière, pas à son intensité. Cela a été une découverte clé d'Einstein qui a aidé à établir la théorie quantique de la lumière. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. 2 mois plus tard, en mai, Einstein fait publier un deuxième article sur le mouvement brownien. Selon lui, les molécules tireraient leur énergie cinétique de la chaleur. Cet article fournit une preuve théorique de l'existence des atomes et des molécules. Le troisième article est encore plus important car il représente la rupture intuitive d'Einstein avec la physique newtonienne. Le principe de la relativité restreinte, c'est un principe stupide que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs inertiels. Un observateur en mouvement uniforme par rapport à un référentiel donné, c'est-à-dire un observateur qui ne subit aucune accélération. En d'autres termes, si vous êtes dans une voiture en mouvement à vitesse constante et que vous effectuez des expériences à l'intérieur de la voiture, vous ne pouvez pas déterminer par les lois de la physique si vous êtes en mouvement ou au repos par rapport à l'extérieur de la voiture. La constance de la vitesse de la lumière. Le second postulat de la relativité restreinte énonce que la vitesse de la lumière dans le vide est toujours la même, indépendamment de la source lumineuse ou de l'observateur. Cela signifie que si vous êtes dans une fusée en mouvement à vitesse proche de celle de la lumière et que vous émettez un rayon de lumière, sa vitesse sera toujours c, que la fusée se déplace ou non. La relativité du temps. En raison de la constance de la vitesse de la lumière, les horloges se déplaçant à différentes vitesses mesurent le temps différemment. L'effet le plus célèbre est la dilatation temporelle, où le temps ralentit pour un observateur en mouvement par rapport à un observateur au repos. Cela signifie que si vous voyagez à une vitesse élevée dans l'espace, vous vieillirez moins vite que quelqu'un resté sur Terre. L'addition des vitesses. Contrairement à la mécanique newtonienne, l'addition des vitesses est linéaire. La relativité restreinte utilise les transformations de Lorentz pour calculer l'addition des vitesses à des vitesses proches de celles de la lumière. À des vitesses relativistes, l'addition des vitesses ne dépasse jamais la vitesse de la lumière. Prenons l'exemple d'une voiture qui se déplace et qui a allumé ses phares. Selon Newton, pour obtenir la vitesse de la lumière des phares, il faut faire la somme des vitesses, c'est-à-dire la vitesse de la voiture plus la vitesse de la lumière pour obtenir la vitesse de la lumière des phares. Mais d'après Einstein, qu'on ajoute ou qu'on retire, la vitesse de la lumière des phares reste la même, celle de la vitesse de la lumière. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. L'équation E est égale à mc carré est peut-être la plus célèbre de toutes les équations de la physique proposées par Albert Einstein. Certainement, vous l'avez vu quelque part. E représente l'énergie, m est la masse de l'objet et c est la vitesse de la lumière. L'équation signifie que l'énergie d'un objet est égale à sa masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Cela signifie que même une petite quantité de masse peut être convertie en une grande quantité d'énergie, car la vitesse de la lumière est une très grande valeur et nous la multiplions par elle-même. C'est ce principe qui est à la base de la technologie des armes nucléaires et des réacteurs nucléaires où une petite quantité de matière est convertie en une grande quantité d'énergie. Cette formule a permis aux scientifiques de créer la bombe atomique. Une formule qu'Einstein va le regretter après les 2 bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Si j'avais su que les Allemands ne réussiraient pas à développer une bombe atomique, je n'aurais rien fait. Je suis profondément attristé par le sort du peuple japonais qui a subi une double catastrophe sans précédent. Pour info, Einstein n'a pas créé la bombe atomique et n'a pas participé au projet Manhattan. Revenons sur la théorie de la gravité de Newton. Le succès de sa théorie est tel qu'elle reste essentiellement discutée jusqu'au début du XXe siècle et permettra de prédire avec une grande précision les mouvements de nombreux corps, qu'il s'agisse de la trajectoire des boulets de canon ou de celle des planètes du système solaire. Et pourtant, une petite imperfection subsiste dans la théorie de Newton. La planète Mercure, la plus proche du Soleil, semble ne pas vouloir obéir exactement à la loi de l'attraction universelle. La situation en reste là jusqu'en 1915, année où Albert Einstein publie sa célèbre théorie de la relativité générale. Cette théorie prétend elle aussi décrire la manière dont les corps peuvent s'attirer, mais en se fondant sur une idée radicalement différente. Newton décrivait l'attraction de la pomme par la Terre au moyen d'une force immatérielle. Einstein propose un autre mécanisme. La Terre déforme l'espace-temps autour d'elle et c'est à cause de cette déformation que la pomme se trouve attirée.
Cette conception peut paraître abstraite, mais on peut se la représenter à l'aide d'une analogie souvent utilisée par les physiciens, celle d'une boule de pétanque posée sur un drap tendu. La présence de la boule déforme le tissu et si l'on pose une bille sur le drap, celle-ci s'approche de la boule en suivant la courbure du drap. Il ne s'agit là que d'une image pratique, mais elle illustre le principe fondamental de la théorie d'Einstein. Les masses s'attirent en déformant l'espace-temps. Il est important de comprendre que, comme souvent en science, une nouvelle théorie ne suffit pas que l'autre ait agité aux oubliettes. Si on applique la relativité générale d'Einstein au mouvement des pompes qui tombent, elle nous donne des résultats identiques à la loi de l'attraction universelle de Newton. Ce n'est que lorsqu'on considère des attractions gravitationnelles très fortes que la théorie d'Einstein surpasse celle de Newton. Son premier succès est justement de prédire correctement le mouvement de Mercure, cette planète qui n'obéit pas bien à la loi de Newton, du fait de sa grande proximité avec le Soleil. La pensée la plus heureuse de ma vie. Einstein a mené une expérience de pensée simple sur un observateur en chute libre. L'expérience était: que se passe-t-il si les cordes d'un ascenseur se rompent pendant qu'une personne se trouve à l'intérieur, alors que l'ascenseur et la personne qui s'y trouve tombent à la même vitesse dans le champ gravitationnel de la Terre? La personne se sentira en apesanteur, n'est-ce pas? C'est comme si elle est dans l'espace. Maintenant, laissez la même personne être dans un vaisseau spatial loin de la Terre. Puisqu'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle qui puisse maintenir ses pieds sur Terre, elle est en apesanteur. Et si le vaisseau spatial se déplace, au fur et à mesure que le vaisseau accélère, la personne à l'intérieur tombe au fond du vaisseau dans la direction opposée du mouvement et sent qu'elle est sous l'influence de la gravité. Donc si l'accélération et la gravité créent la même sensation, pourrait-elle être la même chose? Oui, évidemment. Avec cette expérience de pensée, Einstein a révélé le principe d'équivalence. Imaginons maintenant qu'un photon de lumière entre par la fenêtre du vaisseau dans le même vaisseau spatial. Ce photon tombe sur un point de l'autre côté du vaisseau, plus bas que celui où il est entré. Du point de vue des lumières à l'intérieur, le rayon lumineux a la forme d'une courbe. Si l'accélération peut plier la lumière, alors selon le principe d'équivalence, la gravité doit également plier la lumière. J'espère que vous aussi vous avez compris ce que cela veut dire. Tout le monde était étonné et beaucoup se sont demandé comment Einstein a-t-il pensé à ça. La gravité plie l'espace. La gravité n'est pas une force mystérieuse des corps massifs comme l'a dit Newton. Chaque objet provoque une torsion dans le tissu de l'espace-temps. Ce n'est donc pas l'espace qui nous tire, c'est plutôt l'espace qui nous pousse. La Terre n'était rien de plus qu'une sphère tombant constamment dans la courbure du tissu de l'espace-temps du Soleil. Maintenant, il reste à prouver la théorie. Einstein savait que la seule façon de prouver sa théorie était une éclipse solaire. La théorie d'Einstein pourrait être prouvée lors d'une éclipse solaire totale. Voir si la lumière des étoiles autour du Soleil était courbée, parce que l'objet avec la plus grande masse dans notre système solaire est le Soleil. Et c'est le seul qui puisse causer la courbure dans l'espace-temps. En 1919, l'astronome britannique Arthur Eddington et son équipe ont tenté d'observer l'éclipse solaire pour prouver la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Ils ont confirmé que lors d'une éclipse solaire totale le 29 mai 1919, la lumière des étoiles était courbée par le Soleil comme l'a prédit la théorie de la relativité générale. Einstein avait raison, la théorie a fait ses preuves. La déformation de l'espace-temps influence sur la trajectoire d'un rayon lumineux. La gravité est due à la courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Les objets massifs comme le Soleil, les trous noirs, déforment l'espace-temps autour d'eux, créant ainsi les courbures qui influencent le mouvement des autres objets. C'est cette déformation de l'espace-temps qui est interprétée comme la force gravitationnelle. Einstein est devenu une star parce qu'il est le seul à pouvoir corriger Newton au sujet de la gravité. Maintenant, entre Newton et Einstein, qui est le plus grand? Certaines personnes diront que c'est Einstein et d'autres Newton. Newton est non seulement un physicien mais aussi un grand mathématicien. Il est l'un des inventeurs indépendants du calcul infinitésimal qui est l'une des branches essentielles en mathématiques. On peut encore citer méthode mathématique pour la résolution d'équations, binôme de Newton, optique mathématique. Il a tellement contribué en sciences que je ne peux pas tout citer dans cette vidéo. Newton est le seul à pouvoir formuler la force qui fait tomber les choses, le mouvement des astres. Einstein s'est appuyé sur Newton pour poser sa théorie. La théorie de la relativité d'Einstein est le prolongement de la théorie de Newton. Pour moi, Isaac Newton a contribué plus qu'Albert Einstein en sciences. Albert Einstein, célèbre pour ses contributions à la physique, s'est également distingué par son engagement social et politique. Il a soutenu activement des mouvements pour la paix, le désarmement et les droits de l'homme, exprimant son opposition à la guerre et à l'injustice.
En plus de son activisme, il a entretenu des échanges intellectuels avec des personnalités influentes de son époque, telles que Sigmund Freud et Bertrand Russell. Il a participé à des causes humanitaires en aidant des intellectuels persécutés pendant le régime nazi, bien que parfois critiqué pour ses opinions controversées. Son héritage durable se compose de ses contributions scientifiques remarquables ainsi que de son engagement en faveur du progrès social et de la justice. Isaac Newton, par contre, n'est pas gentil avec ses rivaux. Une vilaine dispute impliquait un brillant scientifique du nom de Robert Hooke, qui affirmait qu'il a aidé Newton à établir sa théorie de la gravité. Newton est accusé d'avoir utilisé ses pouvoirs du président de la Royal Society pour se débarrasser du seul portrait connu de Robert Hooke. Newton est prêt à utiliser tous les moyens possibles pour maintenir sa domination. Au niveau social, Albert Einstein est mieux qu'Isaac Newton. Bref, les deux sont meilleurs à leur juste valeur. Vous pouvez donner votre avis dans la section des commentaires. Malgré leur succès, la gravitation et son prolongement, la relativité générale laissent des pans entiers de l'univers dans l'ombre. Elles ne rendent pas compte de la matière noire et de l'énergie noire qui composent 95% de l'univers. La relativité générale n'explique pas la nature de la matière noire qui semble constituer une grande partie de la masse totale de l'univers observable. De plus, l'énergie noire responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers n'est pas comprise dans le cadre de la relativité générale. La relativité générale prédit la formation des trous noirs, mais il existe des questions fondamentales sur la perte d'informations associées aux objets qui tombent dans un trou noir. Le paradoxe de l'information dans les trous noirs est un problème non résolu qui implique la compatibilité de la mécanique quantique avec la relativité générale. Bien que la relativité générale soit largement utilisée pour décrire l'évolution cosmique à grande échelle, certaines questions subsistent en ce qui concerne les premiers instants de l'univers, notamment pendant la phase d'inflation cosmique. Ces limites indiquent que la relativité générale peut ne pas être la théorie ultime de la gravité, surtout lorsqu'on considère des conditions extrêmes ou des échelles très petites. Des physiciens tentent de trouver des réponses au-delà des théories actuelles, car la gravitation est un édifice qui s'élabore pierre après pierre, siècle après siècle comme une cathédrale. Et manifestement, elle n'est pas encore achevée. Des 4 forces fondamentales qui gouvernent l'univers, avec l'interaction forte, faible et électromagnétique, elle demeure l'une des plus mystérieuses. Son intensité est 1040 fois moindre que l'interaction électromagnétique, responsable des phénomènes électriques et magnétiques. Et pourtant sa portée semble infinie. Elle explique tout à la fois que nous gardions les pieds au sol, que la Lune tourne autour de la Terre, que le Soleil et son cortège de planètes glissent sans fin autour du centre de la galaxie. Elle dessine la géométrie de l'univers à des échelles considérables où les galaxies ne sont plus que des points rassemblés en amas. La théorie de la gravité de Newton semble indépassable jusqu'à ce que Albert Einstein, avec la relativité en 1915, aille au-delà et résolve des problèmes que la physique newtonienne ne pouvait pas traiter. Aujourd'hui, des cosmologistes s'attaquent à la relativité générale, non pour la contredire, mais pour montrer qu'elle-même peut à son tour être dépassée afin de décrire encore plus justement la dynamique de l'univers. Einstein et Newton peuvent être dépassés, c'est une question de temps. Nous attendons impatiemment qu'un esprit brillant comme vous qui regardez cette vidéo puisse communiquer davantage les secrets de la gravité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Faites savoir votre avis dans la section des commentaires. Sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.